Madame, Monsieur, bonsoir et ravi de vous retrouver pour cette grande session d'information. Bienvenue sur Gabon 24. Tout d'abord les titres. Au Gabon, une délégation de la B2AC, la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, est à Libreville depuis quelques jours en vue de relancer les chantiers qu'elle finance. Au Togo, la réforme constitutionnelle devra encore attendre. Le vote par référendum de ce mardi n'a pas pu recueillir la majorité des voix. Et vous verrez qu'aux États-Unis, Maria traverse Porto Rico et les îles Vierges. Cet ouragan passé de la catégorie 4 à catégorie 5, la plus élevée sur l'échelle des ouragans, présente un risque que Porto Rico subisse le plus important ouragan de son histoire. Voilà pour le fil conducteur de cette grande session. Madame, Monsieur, voici votre journal. Et nous commençons par la page du Gabon et je vous l'annonçais à l'instant en titre, des investisseurs argentins ou plutôt la délégation de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale séjourne à Libreville au Gabon depuis le 19 septembre et cela jusqu'au 26. Objectif de cette visite, relancer les chantiers financés par l'institution financière. C'est dans l'optique de faire le point sur la situation financière et sur l'état d'avancement entre autres des travaux de construction des maisons de logement à Bikele, situé à une quinzaine de kilomètres de Libreville, qu'une délégation de la Banque de développement des États d'Afrique centrale séjourne au Gabon depuis le 19 septembre. Nous sommes venus sur le terrain voir de visu l'évolution du chantier depuis notre dernière visite du mois d'octobre. Et je peux vous dire qu'au regard de ce qu'on a pu voir, on a un niveau de réalisation qui est subséquent. Dans la plupart des cas, il y a effectivement une très belle avancée. Il y en a qui sont prêts à être livrés. Outre la situation financière et l'état d'avancement des travaux, la BDAC mettra également un accent sur l'électrification de certains sites et sur les travaux d'adduction d'eau dans la commune d'Ntoum. Ce projet est dédié, il faut le rappeler, aux populations qui seront impactées par l'aménagement des bassins versants. Le bassin versant de Guégué, de Loé-Ihaï et de Terre Nouvelle. Et donc, présentement, le bassin versant de Terre Nouvelle est en bonne voie. Donc nous osons espérer que de façon simultanée, les populations qui seront déguerpies là-bas vont bénéficier. Cette fois-ci, ce qui est exceptionnel, il ne s'agit pas d'une indemnisation financière, mais plutôt d'une indemnisation foncière. Ils vont bénéficier donc des maisons de 2 chambres, 3 chambres, 4 chambres, c'est selon la capacité de chaque famille. Donc, cette visite fait suite à la rencontre du 25 août dernier entre le ministre d'État en charge des infrastructures et une délégation de la BDAC conduite par son président Fortunato Ofambo Chama, qui s'inscrivait dans le cadre de survie de l'évaluation de l'état d'avancement des projets financés par cette institution financière. Le séjour intergabonais de cette délégation de la Banque de développement des États d'Afrique centrale s'achèvera le 26 septembre prochain. Des investisseurs argentins en prospection au Gabon. Il s'agit plus concrètement d'une mission de la compagnie Positivo BGH spécialisée dans la fabrication des produits informatiques. Le ministre d'État en charge de l'économie numérique, son délégué et leurs collègues du commerce ont échangé avec cette mission ce mercredi matin pour faire le tour du projet. Le compte rendu de Ismaël Obianzé et Hervé Obian. Positivo BGH, c'est un siècle d'expérience dans les hautes technologies. La délégation de cette société de droit argentin est venue étudier avec les autorités gabonaises les possibilités de conclure ensemble un projet de fabrication des produits électroniques Made in Gabon. Le projet à lui seul convoque un transfert de technologies sur le plan local. L'idée, si vous voulez, de réaliser ces produits, effectivement pour les administrations ou pour l'administration gabonaise, mais aussi pour les Gabonais en général, la population. Ça passe par un projet d'industrialisation sur le Gabon, par un transfert de connaissances et de pouvoir effectivement travailler avec eux de pair à un prix surtout qui soit bien inférieur à ce qu'il y a aujourd'hui sur le marché. La faisabilité de ce projet cadre parfaitement avec les ambitions du gouvernement, portées par la volonté de multiplier ses partenaires en vue de la diversification de son économie.
Le numérique est placé au centre de la stratégie de développement et ce matin, le ministre d'État a reçu cette société Positivo qui fait donc dans le montage des unités de fabrication comme ils vous ont indiqué et ça cadre bien avec non seulement notre stratégie de développement mais également avec notre engagement dans le cadre de l'Alliance Smart Africa où le Gabon est leader dans l'industrialisation et l'innovation. Positivo BGH est déjà une réalité en Afrique du Sud et au Rwanda où la compagnie dispose d'une usine de montage de produits électroniques, ordinateurs et portables. Le ministre d'État en charge du budget a pris part à une réunion de travail ce mercredi avec les intersyndicats des régies financières au centre des échanges, la fin de la crise dans le secteur stratégique. PJ au pass, Bertrand Osaga, rendu par Chimène Sandra Senghon. Trouver des solutions aux problèmes qui minent les régies financières est l'épineuse question au centre des échanges entre le ministre d'État en charge du budget et les intersyndicaux des régies financières. Les discussions se sont axées sur les mécanismes pour une sortie de crise. Le ministre se réjouit de la démarche. Il était important que je délivre ce message aux syndicalistes pour qu'ils sachent que le moment est venu, pour qu'on se retrouve ensemble, n'est-ce pas, qu'on se remette au travail. Je disais qu'à travers le dialogue, on peut trouver une solution à tous les différents problèmes. Il n'y a pas un problème pour lequel on ne peut pas trouver une solution. Donc, j'ai pu apprécier l'état d'esprit dans lequel les travaux se déroulent. Donc, nous entendons les conclusions de ces travaux. Un tour de table dans le nouveau mécanisme de gestion de la prime versée aux agents afin d'assurer la régularité des paiements des primes et qui vise à la performance de ces derniers était le point fort. En fait, le mécanisme proposé par le gouvernement est essentiellement basé sur la performance des régies financières. Mieux elles travailleront, mieux elles seront payées. C'est vraiment travaillons pour gagner plus. Des avancées significatives pour les syndicalistes. Les propositions semblent bonnes. Nous allons y réfléchir et sans vouloir m'avancer, je peux dire que nous allons droit avec certitude vers une trêve sociale. Les travaux se poursuivent en attendant la mise en œuvre de toutes les propositions faites par les deux parties pour des solutions durables. Après son lancement, la réunion du Conseil exécutif de l'Union africaine de radiodiffusion qui se tient dans la capitale gabonaise jusqu'à vendredi prochain s'est poursuivie ce mercredi par les travaux en commission. Témoins de ces travaux, Chimène Sandra Senghon et Hervé Oubian. Réuni à Libreville pour préparer l'Assemblée générale du Rwanda dans quelques mois, le Conseil exécutif de l'Union africaine de radiodiffusion, l'UAR, a essentiellement statué sur deux commissions, notamment celle des affaires administratives, juridiques et financières et celle des programmes. 10 ans après, il est nécessaire de revoir les textes organiques et règlements intérieurs. Pour ce qui est de la commission des affaires administratives, juridiques et financières, nous avons abordé un certain nombre de questions, parmi lesquelles l'évaluation, on a passé en revue le rapport financier de janvier 2017 au 31 août 2017, dans les 8 premiers mois de l'année. On a essayé d'évaluer ce qui a été fait, essayer de faire quelques recommandations, mais surtout, c'est le plus important, c'est les textes organiques qui ont suivi. Il y a eu notamment la révision des statuts de l'UAR. À Kigali, l'un des points phares de l'Assemblée générale est le réseau d'échange des programmes, d'où la commission programme. Puis ce matin, nous traitons des questions des programmes avec la commission des programmes. Et vous savez que c'est le cœur même de l'audiovisuel, les contenus. Donc nous les traitons avec ce qui est la nouvelle vision de l'UAR, qui est de participer de manière sérieuse, notamment à l'échange de programmes. Et c'est bien pour cela qu'il me semble qu'ils ont décidé, l'UAR, en tout cas le directeur général, a décidé de rapatrier au Sénégal, à Dakar, au siège de l'UAR, toutes les archives audiovisuelles de l'ancienne URNA. L'UAR se veut un catalyseur en unissant ses forces dans une Afrique solidaire pour obtenir des contenus attractifs au bénéfice de son public. L'auditeur et le téléspectateur africains sont devenus plus qu'exigeants.
L'espace PME 6 à ONG, nous sommes là dans le 3e arrondissement de Libreville, a servi de cadre ce mercredi au lancement des campus coopératives. Durant 3 jours, près de 80 entrepreneurs sociaux vont renforcer leurs capacités dans les matières liées aux techniques de management des micro-entreprises. Retrouvons chez Sandra Sengon, Bertin Osaga. Dénommée Campus Coopérative, cette plateforme de formation permet aux entrepreneurs sociaux et à quelques cadres de la Direction générale de l'économie sociale de renforcer leurs capacités. C'est près de 70 entrepreneurs qui vont s'approprier les techniques de management. L'objectif général de cet atelier, c'est d'amener les coopérateurs, les entreprises sociales, leurs membres, les responsables à s'approprier les techniques de management liées aux différents modules que nous avons proposé ce matin, à savoir, premièrement, les procédures donc, de constitution ou de création d'une coopérative, qui est une micro-entreprise, la problématique même du réseautage, la gestion financière et administrative d'une coopérative. Pour le secrétaire général du ministère des PME et de l'entrepreneuriat social, les formateurs doivent continuellement se former pour ne pas se perdre dans ce monde en perpétuel mouvement. Dans tous les domaines, quels qu'ils soient, la formation des formateurs est très très importante. Nous l'avons, comme je l'ai indiqué, dans le cadre du capital humain, dans le PSGE. Il est très important que les formateurs puissent être formés à nouveau. Parce que ce que nous connaissons aujourd'hui, nous prenons le cas des techniques de communication, l'Internet. Ce que nous avons vu Internet il y a 2 semaines, aujourd'hui, ça change. Donc ce mouvement perpétuel doit être suivi effectivement dans tous les secteurs d'activité. Campus Coopérative est un projet d'école d'été d'entrepreneuriat social visant à former chaque année dans un élan de renforcement des capacités, principalement des entrepreneurs sociaux, dans le but de stimuler, selon le cas, le tissu de la production, de transformation et de commercialisation des produits issus des activités de ces entreprises. Une note sport pour tourner la page Gabon et nous parlons boxe. Porté à la tête de la Confédération africaine de boxe le 15 septembre dernier, après la suspension du Togolais Bayor Kelani, Maître Clément Sosa se félicite aujourd'hui de cette nomination et compte redynamiser le noble art sur le continent à travers la formation des leaders. Le reportage de Gaël Mapessi rendu par Alexandre Nkogé. Ancien président de la Fédération gabonaise de boxe et vice-président de l'Association internationale de boxe amateur, Clément Sosa a été porté il y a 2 semaines au prestigieux poste de président de la Confédération africaine de boxe. Je dirais que c'est une joie et c'est d'abord une grande première pour notre pays. Ça confirme là que les Gabonais aussi sont capables d'aller loin et surtout que ça confirme l'appellation du commun des Gabonais, du commun des mortels, qui appelle souvent la boxe le sport d'identification du Gabon. Il n'est pas sport d'identification seulement dans les résultats. Il est aussi sport d'identification à travers ses filles et fils qui peuvent défendre ses couleurs dans des instances internationales. Nommé en remplacement du Togolais Bayor Kelani, conformément à l'article 37 des statuts de la CAM, Clément Sosa compte redynamiser le noble art sur le continent durant ses 3 ans d'intérimaire à travers un programme de formation. Donner plus de formation aux formateurs. Il s'agit là des coachs, des juges arbitres, même des dirigeants sportifs. Chez nous, dans notre corporation, il y a ce qu'on appelle les séminaires de recyclage. L'administration pugilistique diffère de l'administration vulgaire. Donc, c'est une autre formation. Parce qu'il faut maîtriser les tests, les règles, les statuts et autres. Après 14 ans passés aux commandes de la FEGABOX, Clément Sosa est le premier Gabonais à être porté à la tête d'une confédération sportive africaine. Ouvrons la page Afrique au Togo et comme je vous l'annonçais en début, la réforme constitutionnelle ne pourra être votée que par référendum populaire. Réunie en session plénière ce mardi pour examiner le projet du gouvernement, l'Assemblée n'a pas pu recueillir la majorité des voix. Gabriel Ratanga s'en fait l'écho. Il fallait une majorité aux 4/5 à l'Assemblée pour adopter la révision constitutionnelle tout de suite. Le parti au pouvoir s'étant retrouvé seul à voter, il n'a pas pu rassembler le nombre de voix nécessaires. Mais le projet de réforme n'est pas enterré pour autant. Le texte a été validé par les députés qui étaient présents, 62 voix pour,
et une abstention, soit un peu plus de la majorité aux 2 tiers. Cela ouvre donc la voie à un référendum automatique. Donc aujourd'hui, nous pensons qu'il y a une ouverture qui est faite avec ce vote pour permettre au peuple togolais de se prononcer. Donc la parole va être donnée au peuple et nous verrons ce que le peuple dira lors du référendum. Notre souhait, c'est que ce référendum puisse se réaliser dans les plus brefs délais afin que cette question soit totalement évacuée et que nous puissions passer à autre chose. La réforme limite à 2 le nombre de mandats du chef de l'État et instaure un scrutin présidentiel à 2 tours. Le référendum pourrait donc être organisé avant la fin de l'année. L'opposition a maintenu son appel à manifester ce mercredi et le lendemain, le gouvernement répète de son côté que le texte répond aux demandes de réforme et estime que le référendum représente une main tendue pour faire baisser la pression. Direction le Bénin et c'est en bref et en images. Le ministre des Infrastructures et des Transports vient d'être limogé. Hervé Éomé a été relevé de ses fonctions par décret présidentiel. C'est désormais le ministre du Cadre de Vie, José Didier Tonato, qui assure l'intérim. Aucune raison officielle n'a pas pour l'instant été donnée et afin de justifier cette décision qui laisse l'opinion sans voix. En Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire a donc commémoré ce 19 septembre le 10e anniversaire du coup d'État manqué contre Laurent Gbagbo, un événement qui a plongé le pays dans une crise dont on ne voit pas la fin. Le récit de Svetlana Gladys Maganga. Les ex-membres des Forces Nouvelles ont organisé ce mardi, dans un quartier au sud d'Abidjan, une cérémonie commémorative du début de la rébellion de septembre 2002 sous le signe du pardon, de la réconciliation et de la repentance. On a voulu se retrouver l'année dernière, mais Dieu n'a pas voulu que ça se fasse. On se retrouve cette année. D'abord pour nous, ce sont des moments de retrouvailles, parce que vous avez vu, on est venu de partout pour se retrouver. Également pour voir les parents et des victimes qu'on connaissait et pour échanger avec eux. Mais tout ça sous le sceau vraiment du pardon, de la repentance et de la réconciliation. Une cérémonie commémorative pour évoquer la tentative de coup d'État le 19 septembre 2002 contre l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo s'est muée en une rébellion armée qui a divisé la Côte d'Ivoire en 2 parties. Le nord tombé sous contrôle de la rébellion et le sud resté aux mains du régime de Gbagbo. Une cérémonie sobre s'est déroulée à Marcory, au sud d'Abidjan. Aujourd'hui, le peuple a besoin de courageux, de personnes qui sont capables, avec courage, de reconnaître qu'ils ont aussi fait du tort et de dire à tous ceux et à toutes celles à qui j'ai fait du tort, je leur demande pardon. Et nous donnons aussi aujourd'hui l'exemple à l'ensemble des acteurs de la vie politique ivoirienne pour qu'il y ait ce courage nécessaire afin que le pays puisse aller de l'avant. 15 ans après le début de la rébellion armée des Forces Nouvelles, les animateurs de ce mouvement se sont retrouvés à Marcory en présence de plusieurs cadres civils de l'ex-rébellion. Les Ivoiriens doivent tourner ensemble la page de la rancœur. L'ancien ministre ivoirien des Sports, Alain Lobognon, a reconnu mardi avec ses autres compagnons de l'ex-rébellion des Forces Nouvelles avoir commis des fautes graves et a appelé au pardon. Pas en reste vos actualités hors du continent. Tout d'abord, la Guadeloupe déplorait ce mardi soir 2 morts et 2 disparus après le passage de l'ouragan Maria qui a semé la désolation en Dominique et menace désormais les îles Vierges et Porto Rico en s'éloignant de Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Gabriel Ratanga s'en fait l'écho. Le bilan qui était d'1 mort et 2 disparus a été revu à la hausse mardi soir par le préfet de la Guadeloupe. Outre une personne qui n'a pas respecté les consignes de confinement et a été tuée par la chute d'un arbre, une autre personne est tombée en bord de mer. 2 autres sont portés disparus à la suite du naufrage d'un bateau au large de la Désirade. 2 semaines après le passage meurtrier d'Irma à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, 11 morts, ces 2 îles placées en alerte maximale violette, voyant mardi la menace de Maria s'éloigner de leur côté selon le dernier bulletin Météo France. En Guadeloupe, passée en alerte grise post-ouragan, malgré les dégâts, la situation ne paraît pas critique dans l'archipel des Saintes que l'ouragan a frôlé à 20 km au sud selon le préfet. Plusieurs inondations ont été signalées dans la région à Pointe-à-Pitre, ainsi que des submersions sur le littoral du sud Basse-Terre, a précisé la préfecture, soulignant qu'il y avait peu de dégâts sur le bâti, même si plusieurs toitures se sont envolées. Selon la préfecture, 40% des foyers sont privés d'électricité, soit 80 000 abonnés et 25% des clients de téléphonie fixe n'y ont plus accès.
À San Juan, des Portoricains ont recouvert de planches les fenêtres de leurs habitations et se sont rassemblés dans des refuges en prévision justement du passage de l'ouragan Maria, dont l'impact pourrait être potentiellement catastrophique. Retrouvons Gabriel Ratanga. L'ouragan Maria, potentiellement catastrophique, menaçait les îles Vierges et Porto Rico après avoir ravagé mardi la Dominique et fait 1 mort et 2 disparus sur l'île française de la Guadeloupe. Avec des vents allant jusqu'à 270 km/h, Maria oscillait entre catégorie 4 et 5 le maximum et progressait dans la direction ouest-nord-ouest, menaçant les territoires déjà durement touchés par Irma il y a près de 2 semaines. À Porto Rico, les quelques 3,5 millions d'habitants se ruaient mardi dans les magasins pour acheter des produits de première nécessité et protéger de leur mieux leurs maisons et commerces. Quelques 500 abris pouvant accueillir près de 67 000 personnes ont été ouverts pour faire face à un ouragan qui pourrait être le pire du dernier siècle à Porto Rico selon le gouverneur de ce territoire américain. Les autorités françaises y ont décrété l'alerte violette, entraînant le confinement de la population en raison de la fragilité de l'habitat et des débris qui restent. Mais peu avant, certains à Marigot, chef-lieu de la partie française de Saint-Martin, ne semblaient pas savoir quel nouvel ouragan arrivait. Au Mexique, des centaines de personnes ont péri ce mardi lors d'un violent séisme de magnitude de 7,1 qui a secoué le centre du pays, dont la capitale, 32 ans, jour pour jour, après celui de 1985 qui avait fait plus de 10 000 morts. Les détails avec Svetlana Gadiz-Maganga. El Pueblo, une mégalopole d'environ 20 millions d'habitants située au centre du Mexique, a tremblé au milieu des cris, des pleurs et des crises de nerfs. Des centaines de personnes ont péri mardi lors d'un violent séisme de magnitude 7,1 qui a secoué le centre du Mexique. 32 ans, jour pour jour, après celui de 1985 qui avait fait plus de 10 000 morts. Cette nouvelle secousse intervient quelques jours à peine après un tremblement de terre de magnitude 8,2 dans le sud du pays qui avait fait une centaine de morts en début septembre. Le bilan provisoire du gouvernement mexicain comptabilise des décès où l'on comptait environ 250 morts, dont au moins 21 enfants. Des vidéos postées sur les réseaux sociaux témoignaient de la violence des secousses, d'effondrements d'immeubles et même d'une forte explosion dans un bâtiment. Des images saisissantes publiées par des touristes navigants à Xochimilco, zone lacustre du sud de Mexico, montraient de fortes vagues se former et secouer les embarcations sur ces canaux. Au milieu des odeurs de gaz, plusieurs immeubles se sont effondrés ou ont été fortement endommagés. Des autorités de la capitale mexicaine faisaient état d'une 50aine de bâtiments en ruine. Le président mexicain Enrique Peña Nieto a écourté un déplacement en province pour rentrer à Mexico en avion. 32 ans, jour pour jour après celui de 1985 qui avait fait plus de 10 000 morts, jour anniversaire du tremblement, les autorités avaient organisé un exercice de simulation destiné à la population. Depuis cette tragédie, les réglementations pour la construction ont été durcies et un système d'alerte à l'aide de capteurs situés sur les côtes a été développé. Et puis, selon un analyste à Séoul, Pyongyang va continuer à accélérer le rythme des provocations indépendamment du discours de Donald Trump suite aux menaces du président américain de détruire totalement la Corée du Nord. Le récit de Lariska Lormamengi. En menaçant la Corée du Nord de la détruire totalement, Donald Trump se montre contre-productif et apporte de l'eau au moulin de Pyongyang, qui justifie ses ambitions nucléaires par la nécessité de se défendre, pensent des analystes. Le président américain s'est servi de son premier discours devant l'Assemblée générale de l'ONU, mardi, pour lancer un avertissement belliqueux à Pyongyang, qui vient de mener son 6e essai nucléaire et de tirer un missile sur une distance inédite au-dessus du Japon. Donald Trump a accusé le numéro 1 nord-coréen, Kim Jong-un, d'être un homme fusée embarqué dans une mission suicide pour lui-même et pour son régime. Si Trump avait réalisé un discours apaisant et avait enterré la hache de guerre avec Kim Jong-un, la Corée du Nord aurait quand même réalisé un acte de provocation, peut-être un essai ICBM. Surtout que Trump a décrit Kim Jong-un comme un homme fusée. Aux yeux des analystes, ce genre de rhétorique ne devrait pas dissuader Pyongyang de mener à bien ses ambitions nucléaires. Bien au contraire.
Des propos très agressifs envers la Corée du Nord contribuent à l'objectif de la Corée du Nord d'attiser les tensions et de maintenir les tensions à un haut niveau dans la région. Donc, dans ce sens, nous pouvons critiquer le discours de Donald Trump. Mais peu importe ce que Trump dit, je pense que la trajectoire actuelle de la Corée du Nord dans l'escalade des provocations est déjà prédéterminée. Avec ces propos, le président Trump a offert sur un plateau le clip du siècle au régime de Kim. Il va tourner en boucle à la télévision nationale nord-coréenne, comme la preuve que Pyongyang a besoin d'une force de dissuasion digne de ce nom contre ce qu'il perçoit comme l'agression américaine. Le rappel des titres à présent, tout d'abord au Gabon, une délégation de la BDEAC, la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, est à Libreville depuis 24 heures en vue de relancer les chantiers qu'elle finance. Nous étions au Togo où la réforme constitutionnelle devra encore attendre. Le vote par référendum de ce mardi n'a pas pu recueillir la majorité des voix. Et vous l'avez vu, à l'instant aux États-Unis, Maria traverse Porto Rico et les îles Vierges. Cet ouragan passé de catégorie 4 à catégorie 5, la plus élevée sur l'échelle des ouragans, présente un risque pour Porto Rico qui subit le plus important ouragan de son histoire. Voilà, ce qui met un terme à cette grande session d'information. Au nom de toute l'équipe, merci de nous rester fidèles. Pour vous informer, l'information continue sur Gabon 24 et en attendant, n'oubliez surtout pas que quoi qu'il arrive, entre-temps, gardez le sourire. Au revoir.